Monsieur Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, Monsieur le vice-président Atiku Abubakar, vice-président du Nigeria, Sœur Katibile Massiré, facilitateur du dialogue intercongolais, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mesdames et Messieurs les représentants des partis congolaises, Mesdames et Messieurs les distingués représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, le lancement, il y a 4 mois de cela, à Addis Abeba, du dialogue intercongolais avait suscité un espoir immense quant à la possibilité pour les parties congolaises de surmonter leurs divergences et d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire tourmentée de leur pays. Cet espoir était évidemment celui des amis Congo, dont le Ouya, qui étaient tous désireux et impatients de voir ce grand pays reprendre la place qui doit être la sienne dans le concert des nations, mais aussi et surtout celui du peuple congolais qui n'en peut plus de souffrir. Ce sont les femmes, les enfants et les hommes qui meurent sans raison. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, l'événement de ce jour traduit la volonté du peuple congolais et de tous les autres peuples de la région du Grand Lac de vivre en paix pour ensemble relever les défis de la maladie, de la faim et de la pauvreté. Il est donc du devoir de tous les leaders de la région de traduire en acte cette volonté du peuple en ramenant effectivement la paix dans nos pays. C'est pourquoi nous signerons bientôt l'accord de paix avec la République du Rwanda. Le peuple congolais, son gouvernement et moi-même sommes déterminés à vivre en harmonie avec les 9 pays avec lesquels nous partageons les frontières. La République démocratique du Congo doit rejouer pleinement le rôle qui a toujours été le sien, celui d'une source de paix, de solidarité et de progrès pour le continent africain, conformément à la vocation africaine incontestable de la République démocratique du Congo. L'accord de ce jour est une étape importante d'un long processus de discussion et négociation entre les deux pays. C'est vous dire que la détermination du peuple congolais d'aller de l'avant sur les chemins de la paix ne peut être mise en doute. Dans cette perspective, le gouvernement de la République démocratique du Congo appliquera avec toute la bonne foi les engagements de ce jour pour donner la chance à nos enfants de vivre leur jeunesse sans peur du lendemain. Nous pouvons affirmer avec force ce que nous ne souhaitons d'ailleurs pas, que si il y avait un quelconque échec dans l'application de cet accord, ce ne serait nullement la responsabilité du gouvernement congolais. Mais nous envisageons les choses positivement. C'est pourquoi nous avons la conviction que cet accord pourrait être une grande victoire pour l'Afrique et un moment de réconciliation pour le peuple de la région de Grand Lac. Le sang ne doit plus couler, car la République du Rwanda et la République démocratique du Congo n'ont aucun intérêt à sacrifier sur les champs de bataille leur jeunesse respective. Ils ont besoin de cette jeunesse pour réaliser le nombre de programmes de la toute fraîche Union africaine et conduire leurs peuples respectifs vers le bonheur.
Lorsque Joseph Kabila accède au pouvoir en janvier 2001, à seulement 29 ans, il hérite d'un État littéralement au bord de l'effondrement. La République démocratique du Congo est ravagée par près de 5 années de guerre, fragmentée en une mosaïque de fiefs rebelles et placée sous l'occupation d'armées étrangères. L'économie est exsangue, l'administration en ruine et l'unité territoriale n'est qu'un souvenir lointain. Sur le plan économique, tous les indicateurs sont au rouge. PIB, 7 milliards de dollars. Réserve en devises, 50 millions de dollars seulement. Dette extérieure, 14 milliards, dont une grande partie en arriéré. IDH, 0,330, l'un des plus faibles au monde. Inflation en 2000, 511%. Dépréciation du franc congolais de 2 à 5% par jour. Croissance économique, moins 6,2%. Depuis plus de 10 ans, le pays est plongé dans une récession provoquée par l'instabilité politique, les rébellions, le désinvestissement massif, l'effondrement de l'appareil productif, les guerres qui déchirent le territoire depuis 1996. L'économie congolaise est devenue presque entièrement informelle. La majorité de la population lutte pour sa survie, tandis que l'État ne contrôle plus ni ses frontières, ni sa monnaie, ni son armée. Avant son assassinat, Laurent Désiré Kabila avait tenté de lancer un plan triennal de développement, le premier rédigé par des Congolais depuis l'indépendance. Ses priorités étaient ambitieuses. Réhabiliter les infrastructures de transport, moderniser l'agriculture, améliorer l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation, relancer les industries agroalimentaires, lutter contre le chômage. Mais ce plan est resté lettre morte. L'État, isolé diplomatiquement et en guerre ouverte avec ses voisins, n'avait ni les moyens financiers, ni les capacités administratives pour le mettre en œuvre. Selon Kinshasa, environ 4,5 milliards de dollars auraient été nécessaires pour lancer la reconstruction, une somme impossible à réunir. Les bailleurs de fonds occidentaux, méfiants envers le régime, avaient préféré financer les ONG plutôt que l'État congolais. En 2001, les conséquences de cet échec sont visibles partout. Routes coupées, villages isolés, infrastructures en ruine, famine dans certaines zones comme le Katanga, où la guerre a isolé des pans entiers du territoire. Lorsque nous avons dit 2 ans, nous étions de très bonne foi. Nous savions que le peuple veut une autre vie, une vie démocratique, une vie de liberté. Et maintenant encore, plus que pendant ce temps-là, le peuple est déterminé à gagner sa liberté, ses institutions démocratiques. Mais vous savez, lorsque Mme Albright a visité Kinshasa, elle était venue dans mon bureau me visiter avec mes collaborateurs pour me dire, Monsieur le Président, moi je viens. Écoutez, je suis professeur de sciences politiques à je ne sais quelle université là, avant qu'elle ait rejoint le State Department. Et que son cours spécialisé, c'était que tout le régime totalitaire, lorsqu'il tombe, les chaos s'ensuivent automatiquement. Et qu'avez-vous fait, vous, pour arrêter le chaos ici au Congo? J'ai dit, c'est très simple. Je connais l'histoire de mon pays et l'histoire politique. En face de 400 partis politiques, de plusieurs milices, parce qu'on a capturé à la libération de Kinshasa 36 000 armes de guerre dans les mains du responsable. Et nous avons dit qu'il fallait un congé à nos hommes politiques très habiles. Donnez-les le congé de 24 mois. Et après, on va reprendre. Donc, on ne pouvait plus se jeter de pierres, faire des attroupements
pour s'entre-accuser et en finir par les assassiner, etc. Le jeu était si simple et c'est comme ça que nous avons réussi. Félicitations. Malgré ça, répétition. Liberté politique, maintenant là. Mais disons, après 24 mois. Lorsque Joseph Kabila accède au pouvoir en 2001, la situation politique de la République démocratique du Congo est tout aussi explosive que la situation économique. L'État congolais est affaibli, divisé et surtout profondément isolé sur la scène internationale, conséquence directe des choix politiques de Laurent-Désiré Kabila depuis son arrivée au pouvoir en 1997. Dès ses premières années au pouvoir, les relations entre Kabila et les pays occidentaux se dégradent rapidement. Les États-Unis, la Belgique et plusieurs chancelleries européennes, qu'il avait soutenues lors de l'avancée de la FDL contre Mobutu, finissent par se détourner de lui. On lui reproche notamment d'être devenu trop peu malléable, d'avoir suspendu les partis politiques, d'avoir empêché le rapporteur de l'ONU, Roberto Garretton, d'enquêter sur les massacres présumés de réfugiés Hutus en 1996 à 1997, d'entretenir des tensions avec Washington. Un épisode est resté célèbre. Laurent-Désiré Kabila aurait raccroché au nez de Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, et refusé de rencontrer Jesse Jackson, envoyé spécial du président Bill Clinton, venu à Kinshasa le 10 février 1998. Sur le plan intérieur, l'arrivée au pouvoir de Kabila marque un retour en arrière, par rapport aux avancées démocratiques issues de la Conférence nationale souveraine des années 1990. Dès 1997, il supprime les acquis de la Conférence nationale souveraine, condamne ou marginalise la quasi-totalité des responsables politiques ayant collaboré, de près ou de loin, avec le régime Mobutu, décrète un congé politique général, interdit les activités des partis politiques, rétablissant de facto un système centralisé et autoritaire. Cette fermeture politique contribue à l'isolement du régime et accentue les tensions internes. En janvier 1999, de retour d'un voyage en France, en Belgique et au Vatican, Kabila tente un timide geste d'ouverture. Il lève l'interdiction frappant les activités politiques, mais non l'existence légale des partis politiques. Cette mesure reste limitée, mais elle nourrit l'espoir d'un véritable processus de dialogue. Cet espoir se cristallise autour du dialogue intercongolais, un processus politique prévu par l'accord de Lusaka, signé le 10 juillet 1999. Selon les accords de Lusaka, un dialogue national inclusif devait s'ouvrir 45 jours après la signature du cessez-le-feu. Son objectif était ambitieux. Établir un nouvel ordre politique basé sur le pluralisme démocratique, séparer clairement les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mettre en place une armée nationale réunifiée, restaurer une administration fonctionnelle sur l'ensemble du territoire, organiser des élections libres et transparentes. Toutes les parties, gouvernementales, rebelles, opposition et société civile, devaient y participer sur un pied d'égalité, sous la médiation d'un facilitateur neutre. Mais ce dialogue n'aura jamais lieu du vivant de Laurent-Désiré Kabila. La méfiance envers les rebelles soutenus par Kigali et Kampala, l'autoritarisme croissant du régime et la poursuite des combats empêchent toute véritable avancée. Au moment où Joseph Kabila arrive au pouvoir, en janvier 2001, ce dialogue national est à l'arrêt et l'ordre politique congolais reste profondément bloqué. In fact, we have our own troops also here in all the region. Trained by Uganda is true. I think we are fighting for more than 2.5 years now. I asked Uganda to help us to train and to build our capacity. That's what they did. Terrible. I can tell you it's terrible. People need everything. What you can imagine. D'abord le 14 août 1999 et ensuite le 5 mai et 5 juin 2000. Jamais de mémoire des Congolais, une ville n'a été autant meurtrie depuis l'accession du pays à l'indépendance.
crois que le Rwanda et l'Ouganda doivent participer à la reconstruction de la ville de Kisangani. Quel que soit le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, c'est un dossier que nos enfants ont vu, c'est un dossier que nos petits-enfants ont vu, et même si aujourd'hui cette réparation n'arrive pas, tôt ou tard, ce qu'on peut réclamer dans ce pays, c'est d'établir d'abord la responsabilité des uns et des autres, et d'exiger une réparation conséquente pour tous les drames que nous venons de connaître. Comment pouvons-nous nous taire? Quel est cet être humain doué de conscience qui s'est terré quand on lui amène un bébé de 6 mois dont le vagin a été détruit, soit par la pénétration brutale d'un adulte, soit par des objets contondants? Au moment où Joseph Kabila accède au pouvoir, en janvier 2001, la République démocratique du Congo est un pays brisé par la guerre, morcelé, occupé, et où l'État apparaît totalement déstructuré. L'accord de Lusaka, signé en 1999, était censé instaurer un cessez-le-feu et ouvrir la voie à un règlement politique. Mais sur le terrain, les combats n'ont jamais réellement cessé. Le pays demeure plongé dans une guerre généralisée, répartie en zones d'occupation et contrôlée par une mosaïque de rébellions, d'armées étrangères et de chefs de guerre. À l'ouest, le gouvernement de Kinshasa tient encore debout grâce à ses alliés angolais, namibiens, zimbabwéens et tchadiens. Mais au nord et à l'est, le territoire congolais est occupé. Le Rwanda déploie alors plus de 10 000 soldats en RDC, soutenant les rébellions du RCD Goma et d'autres factions. L'Ouganda, lui, appuie le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui contrôle un vaste territoire au nord. Le Burundi intervient également au profit de groupes armés actifs dans le sud Kivu. À cela s'ajoutent les FDLR, formés d'ex-génocidaires rwandais réfugiés dans l'est du Congo, armés et organisés. Dans les zones qu'ils dominent, ils s'installent comme une force autonome, imposent leurs lois, rançonnent, massacrent et participent à la déstabilisation chronique de la région. La population civile se retrouve prise en étau. Les attaques viennent de tous les camps. Groupes armés, rébellions, forces étrangères, mais aussi parfois segments indisciplinés de l'armée congolaise. Certaines croyances meurtrières aggravent encore les violences. Dans les territoires de Beni et Butembo, les populations Twa sont régulièrement attaquées et des femmes sont violées, selon une superstition affirmant que ces actes constitueraient un remède contre certaines maladies. L'est du Congo, le Kivu, c'est que le viol est désormais utilisé par tous les camps et ça dure depuis des années. Oui, en fait, ce n'est pas du tout dans la tradition de cette région, mais tout a commencé après le génocide au Rwanda, lorsque des réfugiés civils, mais aussi les auteurs de ce génocide, ont déferlé sur le Kivu et ont commencé à attaquer la population congolaise. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 10 groupes armés qui évoluent dans cette région et qui ont tous pour caractéristique de s'attaquer aux civils, parfois pour prendre leurs terres, pour les humilier et en première ligne, les femmes. Elle a été malheureusement victime de violences par des hommes en uniforme. Elle a eu des plaies infectées. Pour le moment, elle fait une septicémie. Elle a 8 ans tout juste. Et comme 40 000 autres femmes, elle a déjà vécu l'atroce. Cette adolescente a été pendant 1 an sexuelle. Elle a été torturée et forcée de creuser sa tombe. Par bonheur, ces tortures l'ont chassée juste avant la naissance de son bébé. Les coupables sont des Interamwe, des génocidaires rwandais réfugiés au Congo depuis 10 ans. Ils sont accusés de propager volontairement le sida. Mon problème est que je suis victime de soldats du FDLR qui m'ont kidnappée. Des soldats du FDLR. Comment avez-vous su que c'était des ex-soldats rwandais? Je le sens à leur accent. Ils parlent quelle langue? Le rwandais. Expliquez-nous ce qui s'est passé réellement, parce que nous, on n'était pas là. Expliquez-nous leur brutalité, leur méchanceté. Que vous dire d'autre? Ils m'ont violée
Plusieurs. Lorsque mon mari est revenu à la maison, il s'est demandé où j'étais partie. On lui a dit que les Interahamwe étaient venus piller la maison et m'avaient emmenée. Avec ses amis, il m'a retrouvée. Il est arrivé tout juste au moment où le dernier des soldats venait de me violer. Ils avaient volé notre machette et ils l'ont utilisée pour mutiler mon mari, qui est resté invalide à vie. Comment saviez-vous que le commandant s'appelle Maoro? On connaissait déjà leur nom avant, parce qu'ils écoulaient leur butin volé et leurs minerais au marché public. L'armée congolaise est émiettée, désorganisée, infiltrée et souvent absente des zones de combat. Cette faiblesse ouvre la voie à une situation inédite. Tellement que l'armée congolaise était hors jeu, les envahisseurs se mettent à s'affronter entre eux, directement sur le sol congolais, pour le contrôle des ressources. C'est ainsi que naissent les guerres de Kisangani, la guerre de 1, de 3 et de 6 jours, où les armées rwandaises et ougandaises se livrent batailles urbaines pour le contrôle militaire et économique de la région. Le général ougandais James Kazini va jusqu'à créer de nouvelles provinces en territoire congolais. Il institue notamment la province de Kibali-Ituri, dirigée par Adel Lotsove Mugisa, la province de Beni-Lubero. Ces créations administratives de facto reflètent la fragmentation totale du pays, où le pouvoir de Kinshasa ne s'exerce presque plus. Dans chaque entité, les armées étrangères nomment leurs propres administrateurs, remanient les territoires et installent des systèmes de gouvernance parallèles pour organiser le pillage systématique des ressources. L'Est du Congo devient le théâtre d'un pillage massif, structuré, rationalisé, soutenu par des réseaux militaires et économiques complexes. Le gouvernement rwandais met en place le Bureau Congo, une structure rattachée directement au ministère rwandais de la Défense. Le général James Kabarebe coordonne ce dispositif. Objectif : contrôler et exploiter les ressources minières du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de la province orientale. Des régions entières sont placées sous état de siège. La main-d'œuvre est souvent recrutée de force, parfois composée d'anciens prisonniers hutus libérés au Rwanda et renvoyés travailler dans les mines congolaises. Autour du Congo-Desk prolifère une série d'entreprises écrans, Bancor, BCDI, Somigle, Rwanda Metals, Jumbo Safari, Stipag, Sky Air, etc. Le but, extraire, transporter, exporter. Les produits quittent le Congo sous escorte militaire, traversent la frontière et sont vendus comme exportation rwandaise. En 1999 à 2000, le Rwanda exporte 240 millions de dollars de coltan par an, alors que toutes les mines de coltan sous contrôle sont situées au Congo. Le Rwanda, pays sans mines de diamants, exporte jusqu'à 40 millions de dollars de diamants par an. Le pays exporte 3 fois plus d'étain qu'il n'en produit réellement, la différence provenant du Kivu. En Ituri, dans les mines de Kilomoto, l'armée ougandaise contrôle directement les filons. Les mineurs travaillent sans équipement, sans rémunération et souvent sous la menace des armes. En 1999 à 2000, l'Ouganda exporte 90 à 95 millions de dollars d'or par an, alors qu'avant la guerre, ce chiffre ne dépassait pas quelques centaines de milliers de dollars. Contrairement à une idée répandue, le Rwanda et l'Ouganda ne sont pas les principaux bénéficiaires finaux de ce pillage. Ils servent plutôt d'intermédiaires. En bout de chaîne, on retrouve des groupes miniers multinationaux, des marchands d'armes, des compagnies aériennes opaques, des hommes d'affaires installés en Suisse, en Russie, en Belgique, au Kazakhstan, aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est toute une économie parallèle mondialisée qui se nourrit du chaos congolais. Le Rwanda cherche aussi à contrôler les communications dans la région. Le 7 décembre 2001, la société Rwandatel, dont le siège est à Kigali, signe un partenariat avec l'OCPT. Les termes de l'accord offrent des avantages considérables au Rwanda. Le centre de contrôle des opérations est basé à Kigali. Les abonnés de Bukavu, Goma et Kigali restent dans le réseau rwandais avec le code international 250. 80% des recettes transitent via le compte bancaire de Rwandatel. Le Rwanda obtient ainsi un quasi-monopole sur les télécommunications dans plusieurs zones de l'Est. De beaucoup de choses, précisément surtout sur le plan bilatéral. Le Congo, les États-Unis,
qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour le Congo, surtout à ce qui concerne la paix. Vous allez rencontrer le président Kagame? Je ne sais pas. Les deux points importants qui amènent cette mission du Conseil de sécurité sont le plan de retrait de toutes les forces étrangères et le plan de désarmement des forces négatives. Ce sont ces deux questions-là qui sont au cœur de notre mission, car ce sont elles qui peuvent nous permettre de progresser vers la paix pour le peuple congolais. Lorsque Joseph Kabila accède au pouvoir en janvier 2001, il hérite d'un pays fracturé. La République démocratique du Congo est alors déchirée entre plusieurs zones d'occupation contrôlées par des armées étrangères et différents mouvements rebelles. Des années plus tard, lors d'une conférence de presse donnée le 26 janvier 2018, il rappellera ce contexte en affirmant que le Congo était divisé avec des armées d'occupation du nord au sud. Selon lui, face à cette situation, une priorité s'imposait: engager un processus de dialogue national et international. Il considérera d'ailleurs comme sa plus grande réussite la réunification du pays. En effet, à son arrivée au pouvoir, l'accord de Lusaka, signé en 1999 pour instaurer un cessez-le-feu, n'avait pas mis fin au combat. Joseph Kabila n'hérite donc pas seulement du pouvoir de son père, mais également de la guerre et des oppositions armées et politiques. Afin de restaurer l'unité nationale, Joseph Kabila choisit une démarche sensiblement différente de celle de Laurent-Désiré Kabila. Conscient de la faiblesse de l'armée congolaise et des nombreuses défaites subies sur le terrain, il opte pour la négociation plutôt que la guerre. Il engage le dialogue avec les mouvements rebelles, rouvre l'espace politique en autorisant à nouveau les activités des partis et mène parallèlement des démarches diplomatiques auprès de l'Ouganda et du Rwanda. Comme il le dira plus tard, au lieu de gagner la guerre, pour nous, l'objectif est de gagner la paix. Pour cela, on a et on aura besoin de tout le monde. Le tournant diplomatique s'opère dès le 26 janvier 2001, lorsque Joseph Kabila annonce sa volonté de relancer l'accord de Lusaka et de rétablir les relations entre Kinshasa et les puissances occidentales. Cette déclaration provoque immédiatement une série d'initiatives diplomatiques. Le 30 janvier, il reçoit à Kinshasa le président sud-africain Thabo Mbeki. Dès le lendemain, il entame une tournée diplomatique en Europe et aux États-Unis, cherchant à renouer avec un Occident devenu hostile à son père. Le 1er février, à Washington, il rencontre le secrétaire d'État américain Colin Powell et se dit favorable à un démarrage rapide de l'accord de Lusaka. Le même jour, il s'entretient avec le président rwandais Paul Kagame. Le 2 février, Joseph Kabila se rend au Conseil de sécurité des Nations Unies, où il s'engage publiquement à relancer le processus de paix, à dialoguer avec les groupes rebelles et à coopérer pleinement avec la communauté internationale. Il exige également le retrait des forces ougandaises et rwandaises du territoire congolais. Sous la pression de l'ONU, et notamment de la France, Kigali et Kampala reçoivent l'injonction de retirer leurs troupes dès le 7 février. Le 13 février, Joseph Kabila accueille Nelson Mandela à Kinshasa. L'ancien président sud-africain déclare qu'il peut jouer un rôle majeur dans le retour de la paix dans la région des Grands Lacs. Tous deux conviennent de poursuivre les négociations entre la RDC et les pays impliqués dans la guerre. Ainsi, le 16 février, un sommet sur la crise congolaise s'ouvre à Lusaka. Bien que les présidents Dos Santos, Museveni et Kagame boycottent la réunion, Joseph Kabila y prend une décision symboliquement forte. Il reconduit Ketumile Mazire comme médiateur, alors que son père l'avait écarté. Les mouvements rebelles, tout comme le Rwanda et l'Ouganda, accueillent favorablement cette décision. Grâce à ce climat diplomatique nouveau, les premiers résultats se manifestent très vite. Le 21 février, les 6 pays belligérants acceptent d'entamer un retrait progressif de leurs troupes à partir du 15 mars, après des discussions à New York, en marge d'une réunion du Conseil de sécurité. À cette période, l'ONU consolide également son rôle. Après avoir créé la MONUC par la résolution 1279 du 30 novembre 1999, puis exigé le retrait des forces étrangères en juin 2000, résolution 1304, elle réaffirme le 22 février 2001
à travers la résolution 1344, la nécessité d'envoyer des troupes pour surveiller le cessez-le-feu, à condition que toutes les forces étrangères se retirent du front. Le Rwanda annonce alors un retrait de 200 km à partir de la ville de Pweto, prise en décembre 2000. L'Ouganda promet également de retirer 2 bataillons. Le 28 février, les troupes rwandaises quittent Pweto, puis se retirent de la ville hautement symbolique de Manono. L'Ouganda commence, quant à lui, le retrait de 750 soldats dès le 15 mars 2001, tandis que les premiers soldats rwandais quittent officiellement la RDC pour Kigali le 20 mars 2001. Ce vaste mouvement de désengagement étranger ouvre la voie à ce que Joseph Kabila voulait avant tout, la réunification et la pacification du Congo. Cependant, très rapidement, le Rwanda refuse de se retirer du territoire congolais, invoquant la nécessité d'assurer sa propre sécurité. L'armée rwandaise affirme avoir éliminé des combattants des FDLR et continue d'accuser Kinshasa d'abriter, de collaborer et de soutenir les Interahamwe. Le gouvernement rwandais devra veiller à sa sécurité aussi longtemps qu'il y a toujours des agressions des Interahamwe et des ex-FAR. Donc, pour nous, nous pensons que le rôle des Nations Unies, c'est de désarmer des Interahamwe et des ex-FAR. Tant que cette opération n'est pas faite, le Rwanda doit défendre l'intégrité de son territoire et la sécurité de sa population. Sous prétexte de poursuivre les génocidaires, elle s'attaque non seulement au groupe Maï Maï, mais aussi aux positions ougandaises et à celles de l'armée loyaliste congolaise. Dans le même temps, la situation se dégrade en Ituri, en province orientale. Le conflit communautaire entre Emma et Lendu s'embrase. Les premiers sont soutenus par le Rwanda et le RCD, tandis que les seconds bénéficient de l'appui du gouvernement de Kinshasa et même, paradoxalement, de l'Ouganda. Le pays se retrouve ainsi pris dans un enchevêtrement de conflits locaux et régionaux, rendant la pacification encore plus difficile. En mai 2001, face à l'évolution politique, une coalition baptisée Union des forces congolaises pour le respect intégral des accords de Lusaka et pour la tenue du dialogue intercongolais, UFAD, est créée. Elle regroupe le MLC, le RCD Goma, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et les FONUS de Joseph Olengankoy. Cette plateforme apparaît en réaction au soutien international accordé à Joseph Kabila, lequel avait déjà fait savoir qu'il entendait participer au dialogue, non comme simple chef de la composante gouvernementale, mais comme président de la République. Pour l'opposition, cette position offrait à Kabila un avantage politique injustifié. Le 25 février 2002, le dialogue intercongolais s'ouvre finalement à Sun City, en Afrique du Sud. Près de 360 délégués y participent. Le gouvernement de Kinshasa, le MLC, le RCD, une quinzaine de partis politiques non armés, ainsi que 80 représentants de la société civile. Cependant, après 42 jours de discussion, les avancées demeurent limitées. Sous l'impulsion du ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel, Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba finissent par signer, le 19 avril 2002, un accord partiel. Celui-ci prévoit que Joseph Kabila demeure président de la République et que Jean-Pierre Bemba devienne Premier ministre. Les deux hommes présentent cet accord comme la fin de la crise et appellent implicitement à la clôture de la conférence. Pourtant, aucune des autres composantes n'entérine cet accord, rapidement qualifié d'arrangement privé sans légitimité. Le 22 avril 2002, les mouvements et partis qui rejettent l'accord partiel créent l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, ASD. Leur objectif est clair, obtenir la reprise du dialogue afin d'aboutir à une solution globale, inclusive et conforme à l'esprit de l'accord de Lusaka. Dans un communiqué publié le 26 juin 2002, l'UDPS insiste sur la nécessité d'établir une transition pacifique et prometteuse pour l'avenir du pays. Fort de la légitimité que lui confère l'accord de Lusaka, le RCD entreprend alors des initiatives politiques. Étienne Tshisekedi effectue une tournée dans les zones contrôlées par le mouvement, notamment à Kigali, Bukavu et Kisangani. Sous la pression internationale, notamment des États-Unis et de l'Afrique du Sud, le dialogue est finalement relancé, cette fois à Pretoria. Parallèlement, plusieurs rapports des Nations Unies révèlent le pillage systématique des ressources congolaises par le Rwanda et l'Ouganda. Accusation devenue publique,
Kigali et Kampala ne peuvent plus prétendre qu'ils sont présents au Congo uniquement pour leur sécurité nationale. Le 30 juillet 2002, Joseph Kabila et Paul Kagame signent à Pretoria un accord historique. Le Rwanda accepte de retirer ses troupes. En échange, Kinshasa s'engage à démanteler les ex-phares Interahamwe et les groupes Hutus regroupés au sein des FDLR. Lors de la cérémonie, Joseph Kabila s'exclame « Plus jamais le sang ne coulera ». Paul Kagame ajoute « Cet accord devrait mettre un terme à un conflit de 4 ans dans lequel ont péri près de 2 millions de personnes ». Peu après, le 6 septembre 2002, un accord similaire est signé à Luanda entre Kinshasa et Kampala, portant sur le retrait des troupes ougandaises et la pacification du district de l'Ituri. À partir de ce moment, les retraits s'accélèrent. En septembre 2002, les troupes zimbabwéennes, angolaises, namibiennes, rwandaises et ougandaises commencent à quitter la RDC. Alors, les gens ne partaient pas encore en brousse pour chercher des provisions. Il y a la manque de nutrition, les gens ont beaucoup souffert, manque des habits, manque de savon, du sel, les gens ont beaucoup souffert. Enfin, sous une forte pression de la communauté internationale, l'ensemble des composantes engagées dans le dialogue intercongolais se réunissent à Pretoria. Le 17 décembre 2002, elles signent l'accord global et inclusif qui met officiellement fin à la guerre dite de Deuxième Guerre du Congo et établit les bases de la transition politique. Cet accord marque l'entrée de la RDC dans une nouvelle phase historique, celle qui mènera, quelques années plus tard, aux premières élections libres de l'ère post-Mobutu. Parmi les signataires figurent le gouvernement de Kinshasa, le MLC de Jean-Pierre Bemba, le RCD Goma d'Azarias Ruberwa, le RCD ML de Mbusa Nyamwisi, le RCD-N de Lumbala, des représentants des Maï-Maï, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, ainsi que plusieurs représentants de la société civile. Le terme « inclusif » n'est pas choisi au hasard. L'accord englobe l'ensemble des acteurs du conflit, si bien que certains criminels de guerre présumés ne sont pas jugés, mais, au contraire, promus au rang de vice-président au nom de la paix. L'accord stipule notamment que les partis armés renouvellent leur engagement, conformément à l'accord de Lusaka, de mettre fin aux hostilités et de rechercher une solution pacifique et équitable à la crise. Elles acceptent de s'engager dans la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée, conformément à la résolution adoptée le 10 avril 2002 à Sun City. Ces engagements doivent permettre de résoudre la crise chronique de légitimité politique et de lancer une reconstruction nationale durable. Les délégués du dialogue, représentant la classe politique et la société civile, conviennent ainsi d'établir un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, des élections libres, pluralistes, transparentes et crédibles. La possibilité pour le peuple congolais de choisir souverainement ses dirigeants. Cet accord, péniblement obtenu après des années de négociations, met officiellement fin à la guerre et ouvre une transition politique de 24 mois avec des objectifs clairs. La réunification, la pacification et la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État. La réconciliation nationale, la formation d'une armée nationale intégrée, l'organisation d'élections transparentes à tous les niveaux permettant la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique. L'installation de nouvelles institutions politiques, fondement du nouvel ordre national. La transition doit être dirigée par un gouvernement d'union nationale. Joseph Kabila est maintenu à la tête de l'État, mais il doit désormais partager le pouvoir avec 4 vice-présidents. Ce nouveau dispositif, présenté sous l'expression « Formule 1+4 », se compose ainsi. Un président, Joseph Kabila, 4 vice-présidents issus des principales composantes politiques et militaires. Les 2 principaux chefs rebelles, Azarias Ruberwa, RCD Goma, et Jean-Pierre Bemba, MLC, occupent les 2 vice-présidences les plus influentes. Ruberwa, Défense et sécurité intérieure. Bemba, Économie et Finances. La 3e vice-présidence revient au camp Kabila,
qui choisit sans difficulté Abdoulaye Hérodiane Dombazi, fidèle compagnon de Laurent Désiré. La 4e vice-présidence, réservée à l'opposition non armée et à la société civile, devient un véritable champ de bataille politique. Pas moins de 26 partis la revendiquent. La majorité finit par estimer que le poste devrait revenir à un poids lourd de l'opposition, soit Antoine Gizanga, soit Étienne Tshisekedi. L'UDPS, soutenu par le RCD et une grande partie de l'opposition, affirme que cette vice-présidence revient de droit à Tshisekedi au nom de son combat historique contre la dictature moubutiste. Cependant, le rapport de force interne est défavorable à Tshisekedi. Face à l'ASD, un autre bloc, le Camp de la Patrie, dirigé par Arthur Zaidi Ngoma, regroupant tous les signataires de l'accord partiel de Sun City, pousse à une gestion consensuelle de la transition. Sans doute persuadé qu'il perdrait le vote, Tshisekedi décide de ne pas déposer officiellement sa candidature. Resté en Afrique du Sud au moment décisif, il laisse la voie libre à Zaidi Ngoma, qui est finalement désigné. Quant à Antoine Gizanga, il ne peut s'imposer, faute de soutien suffisant au sein de l'opposition. Toujours dans l'esprit de la conférence de l'accord de Lusaka, nous puissions instaurer un état de droit, un état démocratique au Congo. Ça n'est pas négociable. On ne peut pas, par exemple, se référer au fait de guerre pour dire que tel a fait la guerre, donc il doit avoir tel poste, il doit avoir... C'est-à-dire faire revenir encore la logique de dictature qui ne voit pas qu'il est là pour servir les intérêts supérieurs du peuple, mais qu'il est là pour gérer ses ambitions personnelles. Ça, n'accepteront pas. Parler des autorités congolaises, il s'agit de quel type d'autorité? Parce que ce sont ces autorités-là qui ont utilisé ces enfants. Alors maintenant, chez quelle autorité on va référer cette information? Parce qu'on ne peut pas à la fois être juge et auteur. Le grand problème, c'est l'impunité, parce que vous avez des gens qui occupent des positions très très élevées et qui ont commis de graves cas de violation des droits de l'homme. Je pense qu'il faut une cour spéciale pour le Congo. Et nous ici, les acteurs et les auteurs sont au pouvoir. Donc il faut une cour où tout citoyen peut aller dire non, non, le type là, même s'il est au pouvoir, c'est celui qui m'a fait du tort. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut pour le Congo. Et nous avons dit que nous allons mettre en place effectivement les gouvernements et nous allons faire le mieux que nous pouvons que ce gouvernement soit équilibré. Équilibré, ça veut dire quoi? C'est le fameux partage équitable et équilibré de pouvoir. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent, puisqu'on a défini les quotas de chaque composante et entité selon son poids. Le poids, c'était au fait un critère pour moi subjectif, puisque le poids en dehors du gouvernement qui était légitime, pour les autres composantes, le poids était déterminé, sans le dire, c'était un non-dit, suivant la capacité de faire ou de tuer ou d'agresser des mouvements. Alors on dit, bon, les MLC et les RCD sont les composantes parce que ce sont des rébellions qui sont bien armés avec beaucoup de troupes et ils font beaucoup de dégâts, donc c'est bien, ils doivent avoir beaucoup de ministres. Si l'espace présidentiel se met en place relativement vite, les négociations pour l'attribution des ministères s'éternisent. Ce n'est que le 30 juin 2003, jour du 43e anniversaire de l'indépendance, que le gouvernement de transition est enfin constitué, soit 6 mois après la signature de l'accord. Les portefeuilles les plus importants sont accaparés par les anciens belligérants, ne laissant que des miettes à l'opposition non armée et à la société civile. Fait notable, les deux partis historiques de l'opposition congolaise, le PALU d'Antoine Gizanga et l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, se retrouvent totalement écartés du gouvernement dit de réconciliation nationale. Malgré l'accord global et inclusif, AGI, signé à Pretoria le 17 décembre 2002 comme cadre de compromis politique au terme du dialogue intercongolais, les élections annoncées n'auront pas lieu avant l'apparition de nouvelles controverses. Cet accord, pourtant présenté comme le fondement d'un ordre nouveau devant permettre le passage de la guerre à la paix, définissait les principes et les modalités du partage du pouvoir entre les différentes composantes congolaises. Cependant,
son application progresse lentement, entravée par des blocages permanents, notamment dans les régions encore fortement contrôlées par les anciens belligérants. Ainsi, à propos du Kivu, le gynécologue congolais Denis Mukwege écrivait, le 24 juin 2005, « Au Nord Kivu, la réunification du pays n'a jamais eu lieu. C'est encore et toujours le RCD qui régente et administre la province. L'autorité administrative, c'est le RCD. L'autorité militaire, bien qu'avec de légères nuances, c'est encore et toujours le RCD. Les administrateurs de territoire, c'est le RCD. Un exemple parmi tant d'autres. L'autorité du territoire de Masisi, M. Paul Sebiogo, réside au Rwanda. Il passe 2 jours au chef-lieu du territoire et 2 mois au Rwanda. Il ne vient que pour récolter de l'argent. Même chose à Rutshuru. Ce témoignage illustre la persistance d'un pouvoir parallèle qui contredit l'esprit même de l'AGI. Dans les faits, le RCD conserve toutes ses positions stratégiques dans les territoires qu'il contrôlait dès avant l'accord de paix. D'ailleurs, en avril 2003, Azarias Ruberwa déclare ouvertement que le RCD restera un mouvement politico-militaire jusqu'à la mise en place effective des institutions de la transition. Cette position témoigne de la méfiance profonde des rebelles à l'égard de Kinshasa, mais aussi de leur volonté de préserver leurs acquis militaires et politiques. La fragilité du processus devient évidente en septembre 2003, lorsqu'un événement majeur secoue l'est du pays. Le général Laurent Nkunda Batware, ancien commandant de la brigade de Kisangani du RCD, impliqué lors du massacre de plus de 160 personnes en mai 2002, refuse, avec 2 officiers supérieurs, de rejoindre les rangs de la nouvelle armée nationale intégrée. Ils invoquent des menaces contre leur sécurité personnelle, des inquiétudes concernant la protection de leur communauté, une méfiance profonde à l'égard du pouvoir central à Kinshasa. Durant la transition, Nkunda Batware devait être promu commandant du RCD au Nord Kivu, mais il craint d'être arrêté s'il se rend à Kinshasa pour sa nomination. Selon plusieurs témoignages, cette décision aurait été fortement influencée par Kigali. Un médiateur rapporte ainsi « Le Rwanda a demandé à Nkunda Batware et aux autres de refuser, en leur disant « Si vous allez à Kinshasa, vous reviendrez dans un cercueil ». Face à ces avertissements et à un climat de suspicion généralisé, Nkunda Batware se lance dans une fuite en avant militaire. Il fonde un nouveau mouvement armé, baptisé d'abord Brigade anti-génocide, puis officiellement Conseil national pour la défense du peuple, CNDP. Cet acte de rupture marque un tournant. La transition congolaise, conçue comme un ensemble global et inclusif, montre ses premières fissures structurelles. Élaborée lors du dialogue intercongolais de Sun City et promulguée le 4 avril 2003, la Constitution de la transition prévoyait une période de 24 mois après la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue de ces 2 années, la Commission électorale indépendante, CEI, devait organiser l'ensemble des scrutins. Cette échéance tombait le 30 juin 2005. Cependant, à la fin de cette période, le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs, rendant impossible l'organisation des élections dans les délais prévus. Dès janvier 2005, il envisage déjà le report des scrutins. À 2 mois de la date butoir, les partis d'opposition exclus des institutions de la transition, notamment le PALU et surtout l'UDPS, s'opposent fermement à toute prolongation. Le 2 avril, Étienne Tshisekedi déclare « L'ensemble des institutions de la transition cesseront d'exister le 30 juin ». Dans la foulée, l'UDPS appelle à une marche nationale sur Kinshasa le 30 juin 2005 si les élections ne sont pas tenues à temps. Ainsi, les manifestations de mai et juin 2005, organisées dans plusieurs grandes villes du pays, mais aussi à l'étranger, amplifient les tensions et alimentent la psychose dans l'affrontement entre l'opposition dite radicale et le pouvoir à l'occasion du 45e anniversaire de l'indépendance. Face à cette crise imminente, les chancelleries occidentales et les Nations Unies dépêchent en juin leurs ambassadeurs à Kinshasa pour exhorter les dirigeants congolais à maintenir le cap de la transition et à accélérer les préparatifs électoraux. Leur intervention porte ses fruits. La marche sur Kinshasa n'aura finalement pas lieu, en partie grâce à un déploiement massif des forces de l'ordre. Toutefois,
Les manifestations à Kinshasa, à Mbuji-Mayi, fief de l'UDPS, et à Bruxelles dégénèrent en affrontements avec la police. Elles font une dizaine de morts et de nombreux blessés. La CEI demande officiellement la prolongation de la transition. À quelques jours du 30 juin, la CEI s'appuie sur l'article 196 alinéa 2 de la Constitution de la transition qui autorise une prolongation de 6 mois, renouvelable une seule fois, pour demander un report officiel. Le 28 avril, elle saisit le Parlement et expose les nombreuses contraintes ayant empêché l'organisation des scrutins dans les délais. Les principaux obstacles identifiés. Le non-achèvement du cadre juridique du référendum et des élections. Les retards dans la sensibilisation de la population et la formation des agents électoraux. Les délais incompressibles d'acquisition et de déploiement du matériel électoral. La longueur des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Les retards causés par la mise en place tardive de la CEI en 2003-2004. Les difficultés persistantes à instaurer un climat de sécurité favorable à des élections libres. Jusqu'alors, la CEI n'a réalisé que quelques avancées. La loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, 24 décembre 2004, le projet de constitution, 13 mai 2005, la loi référendaire, 14 juin 2005, et le lancement de l'enrôlement à Kinshasa, le 20 juin 2005. Après le 30 juin 2005, la CEI accélère fortement son rythme de travail et soumet au Parlement un calendrier électoral serré. 27 novembre 2005, référendum constitutionnel. 20 à 21 mars 2006, élections provinciales, législatives et premier tour de la présidentielle. 24 avril 2006, deuxième tour de la présidentielle, plus élection sénatoriale indirecte. Le 21 novembre 2005, l'abbé Apollinaire Malu-Malu annonce officiellement que le référendum se tiendra les 18 et 19 décembre. Le 24 décembre 2005, il confirme que, sur les 2/3 des bulletins dépouillés, le oui l'emporte à 83% sur 632 votes comptabilisés. Le 3 février 2006, la Cour suprême de justice valide les résultats, consacrant un taux de participation exceptionnel de 80%. La nouvelle constitution est finalement promulguée le 18 février 2006 par le président Joseph Kabila. Elle doit entrer en vigueur dès l'installation des nouvelles institutions issues des élections. Les deux chambres du Parlement, accusées par une partie de l'opinion de complaisance envers le gouvernement, avalisent la demande de la CEI. Ainsi, la transition est prolongée de 6 mois, renouvelable une fois, à compter du 1er juillet 2005. Elle doit désormais s'achever en juin 2006 avec l'investiture du nouveau président élu.